Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 août 2021. Dans certains cantons, c'est la fin des vacances. Et puis sur les marchés boursiers, c'est la loi de l'emmerdement maximum, puisqu'on essaie d'interpréter à peu près tous les jours ce que va dire, ce que va faire Monsieur Powell à partir de demain. Donc pendant 3 jours, eh bien, on s'est dit que ça allait être pas mal, parce que probablement qu'il dirait rien, et puis que ce sera un statu quo, et qu'on n'aurait pas de tapering. Et puis hier soir, à 24 heures de son discours, tout d'un coup, on a eu comme un doute. Alors comme un doute, oui, le marché a baissé hier soir, alors, rien de catastrophique, hein. Bon, les marchés européens, ils ont l'air un peu moins en forme, le DAX tient moins bien ses supports, le CAC a plus l'air de vouloir remonter, le luxe ne fonctionne plus très bien, on a essayé de rebondir l'autre jour sur l'histoire des Chinois, mais toujours rien à faire du côté de LVMH, je suis très inquiet pour le prochain week-end de monsieur Arnaud, je sais pas trop comment il va faire, il faudra peut-être qu'on pense à l'aider. Donc l'Europe est un petit peu en stand-by, un peu en déception, c'est vrai qu'on n'a pas rebattu des records en Europe, contrairement à ce qu'ont fait les Américains en début de semaine. Hier aux États-Unis, c'était pareil, on se posait beaucoup de questions. Il y a pas mal de gens de la Fed qui parlent en ce moment de tous les côtés, qui viennent dire qu'un tapering graduel serait quand même intelligent, changer un peu la politique monétaire serait intéressant. Alors rien de brutal, mais néanmoins, ils sont tous en train de pousser dans une direction pour qu'on aille sur le tapering. Et là, tout d'un coup, on s'est dit hier soir, mais vraiment, est-ce que Powell, il peut continuer à rester tout seul dans son coin, à dire non, c'est exclu, on reste comme ça, on bouge pas, on change rien jusqu'à la fin de l'année. C'est ce que le marché espère. C'est vrai qu'en fonction de ce qu'il dira ce soir à 16h heure suisse, normalement, si j'ai fait mes calculs correctement, eh bien, on pourrait avoir une réaction épidermique dans un sens ou dans l'autre. Si, je dis bien si, Monsieur Powell nous dit qu'il change rien, le marché sera probablement soulagé par rapport à la journée d'hier. À voir. Par contre, si effectivement il dit que finalement ils vont implémenter un tapering graduel à partir de, je sais pas, octobre ou novembre, le fait d'avoir cette date butoir qui va nous tomber dessus va certainement stresser un tout petit peu les investisseurs, surtout à la veille d'un week-end. Donc voilà, pas grand-chose, tout tourne autour de Monsieur Powell, un petit peu aussi autour du Covid, bien sûr. Alors au chapitre du Covid, on a quand même appris que les chiffres continuent de monter, ça va toujours pas très bien, mais par contre, la Cour suprême américaine a quand même levé le moratoire sur les expulsions, c'est-à-dire que dorénavant, ceux qui n'ont pas payé leur loyer à cause de la crise du Covid vont quand même pouvoir être expulsés. Oui, parce que l'économie va mieux, donc autant les foutre dehors, ça sera beaucoup plus simple. Puis pendant ce temps, Bezos, il peut aller sur la Lune, donc ça c'est très cool quand même. Non, c'est pas Bezos, c'est Musk qui peut aller sur la Lune. Et pendant ce temps, il y a des choses qui continuent à aller dans la bonne direction. Est-ce que vous vous souvenez de l'indicateur Warren Buffett? Pour faire simple et court, l'indicateur Warren Buffett, c'est simplement la valorisation des capitalisations boursières américaines en rapport avec le GDP. Donc si vous avez le GDP américain, on va dire X centaines de milliards, milliers de milliards, et que de l'autre côté, vous avez les capitalisations boursières américaines qui valent à peu près la même chose, selon Warren Buffett, eh bien, ça veut dire que tout va bien dans l'économie. Du moment où la capitalisation boursière des sociétés américaines dépasse d'un certain pourcentage la valeur du GDP ou du PIB américain en français, à ce moment-là, il y a des risques. En général, autour de 25, Monsieur Warren Buffett commence à être un tout petit peu stressé. Alors, depuis hier, je vous annonce la nouvelle, là, on est à 205% du GDP. La valorisation totale des capitalisations boursières américaines correspond à 205% du GDP. Donc en gros, si à 125, c'est un signal de crash, je ne sais pas ce que c'est à 205. Et puis alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en plus de ça, Berkshire Hathaway, la société de monsieur Warren Buffett, eh bien, est plutôt net vendeur ces derniers temps. Donc eux, ils continuent à décaisser des positions parce qu'ils sont angoissés. Et puis, vous savez quoi ? Insider, le mois prochain, on est en septembre. Et le mois prochain, c'est quoi ? Le mois de septembre, c'est quoi ? Eh bien, c'est le mois des crashs. Alors, on va en parler. Super. Eh bien, en tout cas, on a déjà donné le ton pour la suite. On va déjà se débarrasser de l'aspect Jackson Hole de ce soir. Ensuite, on se concentrera sur les chiffres de l'emploi la semaine prochaine. Et effectivement, la semaine prochaine, on sera en septembre, qui est un des pires mois de crash. Et l'autre mois de crash, c'est octobre, juste après. Donc, on aura l'occasion d'en parler beaucoup, puisqu'évidemment,
tout le monde n'attend que ça. Puisque l'on parle de crash, ils viennent de sortir un nouvel ETF qui s'appelle MEME, M-E-M-E. Et je vous le donne en mille, ça parle de quoi? Eh bien, c'est un ETF qui est basé sur tous les titres qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et tous les titres qui sont hyper shortés pour essayer de surfer la vague de Wall Street Bet et de se dire qu'à la place de réfléchir, qu'à la place d'aller faire notre propre travail en surfant sur les forums, en essayant de comprendre ce qui est en train de se passer autour de ça, eh bien, on n'a qu'à simplement donner l'argent à cet ETF qui vont s'occuper de faire le boulot à votre place. En gros, la loi du moindre effort, mais enfin, c'est la thématique de la journée. On sort donc un ETF, pas moi, ils sortent, excusez-moi, le monde merveilleux de la finance sort un ETF sur les titres de Wall Street Bet, sur les titres hyper spéculatifs. C'est excitant à un point, je vous dis même pas comment. Aujourd'hui, vu l'ambiance, évidemment, pas d'idée du jour. Par contre, alors, j'ai un petit chapitre questions. La première question, c'est que la personne aimerait acheter de l'or pour son portefeuille via un ETF. Et donc, en cherchant un petit peu partout, il voulait surtout des ETF en francs suisses. Et en cherchant bien, il a trouvé deux ETF. Il y a le ZGLD et le ZGLD HC, donc la version hedgée de l'art franc suisse. En gros, et il me dit, j'hésite à prendre l'un des deux, lequel dois-je prendre? Est-ce que j'ai intérêt à avoir un truc hedgé? Comme l'or se traite en dollars, quand vous faites un ETF en franc suisse, il y a une conversion qui se fait. Et quand vous achetez la version non hedgée, eh bien vous payez non seulement le cours de l'or, mais en plus le cours du dollar suisse. Donc ça vous donne un prix. Après, si vous avez le cours de l'or qui s'effondre et le dollar suisse qui monte, vous aurez des variations différentes. Donc ce qui veut dire que vous n'aurez pas un tracking pur et dur du prix de l'or en dollars. Si vous achetez le tracker en dollars et que l'or est en dollars, il n'y a pas besoin de hedger. Mais là, en l'occurrence, vous avez la version non hedgée, donc qui va fluctuer, vous aurez une double fluctuation, le dollar suisse et le prix de l'or. Et de l'autre côté, si vous prenez la version hedgée, en théorie, sachant que ça va vous coûter un peu plus cher parce qu'il y a les frais de hedging, de protection derrière, eh bien à ce moment-là, vous êtes censé avoir un tracking beaucoup plus pur de l'or par rapport au franc suisse. Ma réponse dans tout ça, c'est que si vous avez un portefeuille, un petit portefeuille, si vous n'avez pas 1 million ou 2 millions ou 3 millions sous gestion, puis que les cours de change deviennent vraiment une préoccupation, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine d'aller s'amuser sur un tracker hedgé. Moi, je me contenterais de rester sur le prix du dollar en s'en prenant la version hedgée qui devrait être en théorie un peu moins chère en termes de coût. Et puis surtout derrière, eh bien, vous aurez au moins l'impression de traquer vraiment l'or en dollars comme il est traité d'habitude. Maintenant, si votre portefeuille est énorme, à ce moment-là, prenez la version hedgée, au moins vous savez où vous allez si votre monnaie de référence, c'est le franc suisse. Mais moi, en général, tout ce qui est hedge monétaire, je me méfie toujours parce que c'est souvent beaucoup de coûts supplémentaires, sachant que selon la taille du portefeuille, c'est pas toujours très très rentable. Et puis aujourd'hui, la variation dollar suisse, il faut pas non plus s'attendre qu'on ait des variations de 30 ou 40% là-dessus ces prochains temps, ça paraît quand même peu probable. Deuxième question, la personne me dit « J'aimerais que tu expliques la protection d'une action avec un covered call en s'aidant d'un exemple concret, peu importe le titre. » Alors, on va essayer de prendre un exemple concret. Un covered call. Alors d'abord, il faut bien séparer ce qu'on appelle protection et amélioration du rendement. Personnellement, quand on utilise un put, là on joue la protection parce qu'on est protégé effectivement dans un gros crash. Quand vous êtes short call, donc vous avez un call couvert, ça veut dire que vous avez un titre et que vous avez vendu un call. Et donc à ce moment-là, vous avez une protection qui correspond uniquement à la prime que vous avez encaissée. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez le bon rush qui traite autour de 385 francs suisses. Vous vous dites, mais je vais essayer de protéger. J'en ai maintenant que j'ai acheté à 385 et je vais essayer d'améliorer mon rendement ou alors de protéger. C'est une question d'interprétation. Moi, je n'appelle pas ça de la protection, mais j'appelle une protection de surface, on va dire. Qu'est-ce que vous faites? Vous vendez un call, vous déterminez un strike, on va dire 400 pour faire un truc simple, et puis on va dire que la prime du call est de 10 francs. Donc vous encaissez 10 francs de prime pour une échéance à 9 mois par exemple, et puis vous avez toujours votre titre à 385. Ok? 385 le titre et 10 francs encaissés. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez encaissé 10 francs gratuits. Donc en gros, vous déduisez vos 10 francs du prix de l'action, donc 385 moins 10, vous êtes à 375 francs. 375 francs, c'est votre prix de revient. Je rappelle toujours que le titre aujourd'hui se traite à 385. Donc vous avez 10 francs d'écart, vous êtes protégé pour 10 francs. Après, vous n'êtes plus protégé. Si je me projette dans l'avenir,
dans 9 mois, vous avez votre call qui arrive à échéance. Si le bon rush est à 385, bah vous aurez gagné 10 francs, vous aurez encaissé cette prime. C'est tout. Si le titre aujourd'hui, enfin dans 9 mois, est à 450 francs suisses, eh bien, vous aurez gagné la différence entre 385 et 400, plus la prime du call, donc grosso modo 25 francs. Mais par contre, à 25, la personne qui vous a vendu le call va venir exercer et acheter le titre. Donc vous aurez raté la performance supplémentaire jusqu'à 450. Vous n'aurez plus d'action de toute façon, mais vous aurez gagné 25 francs sur l'opération globale. Voilà, en gros. Si, worst case, le titre est à 250 francs, eh bien, vous aurez acheté votre titre à 385, vous aurez encaissé une prime de 10 francs, à 375 francs, eh bien, vous êtes plus protégé, et donc votre perte est de 375 à 250, à savoir 125 francs, vous avez toujours les actions. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un covered call vous améliore votre rendement. Dans une vie normale, si vous avez un titre qui fait une croissance tranquille, qui ne monte pas verticalement, mais on va dire un titre qui oscille entre 70 et 85 francs suisses, eh bien si vous achetez un titre à 75, puis vous vendez des calls, et vous encaissez toujours une prime régulièrement, et que vous n'êtes jamais exercé, à chaque fois, la prime va se déduire finalement de votre prix d'achat. Donc vous améliorez votre prix d'achat. Mais la protection de covered call, elle n'est pas permanente et illimitée. La protection d'un covered call correspond au prix de la prime que vous avez vendue et rien de plus. Donc encore une fois, peu importe l'action que vous achetez, quand vous vendez un call, s'il vous rapporte 5 francs, 10 francs, 50 francs, peu importe, vous allez déduire ce montant-là du prix d'achat pour savoir quel est votre risque de protection. Mais après ça, c'est comme si vous sautez en parachute et puis qu'à partir de ça, à 150 mètres sol, bah vous n'avez plus de protection et puis le parachute il se ferme. Et là, il n'y a plus rien. Donc c'est une amélioration du rendement, ça vous protège un tout petit peu. Mais c'est pas vraiment une protection au sens propre du terme, quand on l'entend dans le sens assurance. Si vous voulez vous protéger complètement, vous achetez un put, mais là par contre c'est vous qui payez, et puis vous encaissez pas de prime, et le risque là est bloqué à partir d'un certain endroit, et vous êtes protégé jusqu'à l'échéance de l'option. Voilà ce qu'on peut dire sur le covered call. J'espère que j'ai été assez concret. Si c'est pas le cas, bah renvoyez-moi le mail, et je referai le truc un peu plus concret, un peu mieux, un peu plus clair. Enfin j'essaierai. Je termine avec ma question à moi. Le 31 août, mardi prochain, ça fera 1 an que je suis avec vous. Ça fera 1 an que le Morning Bull Live existe. Merci, c'est grâce à vous. Je vous donnerai tous les chiffres mardi prochain. C'est assez impressionnant. Enfin, pour moi, c'est assez impressionnant. Donc, on va faire un concours. On va vous faire gagner plein de trucs la semaine prochaine. Par contre, il y a 2 questions à laquelle il faut répondre. La première, c'est quel sera le prix de clôture de l'action Swissquote le lundi 30 août et quel sera le niveau de clôture du Nasdaq, le Nasdaq 100, le lundi 30 août à 22h aux États-Unis. Vous pouvez envoyer vos réponses jusqu'à lundi midi, donc lundi 30 août midi, et puis celui qui sera le plus proche, eh bien, gagnera le premier prix. Ensuite, on fera un classement et on redistribuera plein de trucs derrière. Apparemment, il y aura plein de goodies. Il y aura ça, entre autres. Il y aura aussi des tasses, enfin plein de trucs qui vont arriver, c'est que vous verrez la semaine prochaine. Donc, envoyez-moi vos réponses jusqu'à lundi midi. L'adresse email, vous la connaissez, tv@morningbull.live. Vous m'envoyez les réponses là uniquement et pas sur YouTube et nulle part ailleurs. On va les mettre ensemble et puis on vous dira qui a gagné et comment et quels sont les prix à partir de la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle les 2 questions. Le prix de clôture de Swissquote, de l'action Swissquote, lundi soir 30 août. Et le niveau du Nasdaq 100 à New York, le 30 août également à 22h. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir été ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est important parce qu'on a une course en direction des 10 000 abonnés. Et là aussi, on m'a dit chez Swissquote qu'ils préparaient plein de trucs, mais par contre, il faut arriver à 10 000 abonnés pour que tout explose. Voilà, abonnez-vous, likez cette vidéo, revenez lundi. En tout cas, merci d'être là. Merci d'avoir été là durant ces 12 mois et je me réjouis de vous retrouver pendant les 12 prochains, mais déjà à lundi prochain. Bon week-end à tous, bye bye.